m'avait fait rire, ça me fait toujours rire. À l'époque, l'été, la salle ferme et putain, tous les mecs en panique comme d'habitude. Et puis je vais avec un pote, je dis viens avec moi, et on a un parcours santé et je lui fais faire du triceps extension, mais au poids de corps. Il me fait mais putain, mais en fait c'est exactement la même chose qu'avec la barre. Je fais bah oui, sauf que t'es pas couché sur un banc. Donc là en plus c'est même mieux, tu optimises ton gainage et tu as exactement les mêmes sensations. Ah ouais, mais en fait c'est trop bien. Mais bien sûr que c'est trop bien. Il faut juste être un peu curieux et aller essayer les choses quoi. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Loïc Terna, coach CrossFit Level 1 spécialisé dans les exercices à poids de corps, la self-défense et les arts martiaux. Loïc, merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Salut Sean, écoute, c'est moi qui te remercie de m'accueillir sur ton podcast. C'est un réel plaisir pour moi de partager ça avec toi. Écoute, Et j'espère qu'on va faire du bon truc aujourd'hui, du bon contenu. je me réjouis d'échanger avec toi aujourd'hui et d'en apprendre un petit peu plus sur ce que tu as fait jusqu'à maintenant et ce que tu vas explorer par la suite. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours sportif et ensuite comment tu es arrivé au coaching? Ouais, alors déjà je m'appelle donc Loïc Terma, comme tu l'as dit, j'ai 34 ans, je vis en France, donc à la frontière suisse, au Rousse. Mhm. Actuellement, je suis CrossFit Trainer Level 1, donc où j'exerce chez Basics Overall Martial Art. Et je dispense des cours de gym essentiellement, puisque c'est ma partie forte, en fait, tout Ouais, ce qui est poids de corps. Donc, ça ouais. fait déjà 6-7 ans que je m'entraîne au poids de corps. J'ai exploré ça de manière autodidacte. Et donc, voilà, donc je mets mes compétences au service de la gym pour le CrossFit. Moi, mon parcours sportif, c'est plus ou moins comme beaucoup de coachs, je pense. Hein, j'ai toujours été sportif. Pas forcément fait beaucoup de compétitions, pas forcément été tout le temps en club. J'ai commencé avec l'escrime, Ok. donc quand j'étais ado, donc j'ai dû faire 2-3 ans d'escrime. Très 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 bon sport, l'escrime, pour tout ce qui est réflexe, déplacement. Ce qui m'aide beaucoup aussi pour la self maintenant. Tout ce qui est self-défense et arts martiaux et déplacements, l'escrime, c'est vraiment une bonne école. Après, ensuite, je me suis dirigé sur la BF, donc boxe française. Ouais. Ensuite, full contact. Donc tout ça, c'était en club, mais je faisais pas de compète, à part l'escrime, où j'ai fait un tout petit peu de compète, mais que je brillais pas plus que ça, quoi. C'était un choix pour toi de ne pas faire de compète ou c'est juste pas quelque chose qui te bottait? Alors moi, je suis pas du tout compétiteur dans l'âme à la base. Ok, Mais alors, pas du tout. Et le paradoxe, c'est que actuellement, avec le jiu-jitsu brésilien que je pratique maintenant, toujours chez Basics hein, et au sein de la Carcara, j'apprécie de plus en plus la compétition, quoi. Enfin, j'ai appris vraiment à aimer ça. ok, C'est vraiment bizarre pour moi parce que c'est vrai que j'ai jamais été un compétiteur dans l'âme, mais pas du tout. ok, Donc c'est vraiment cool, une belle expérience. Donc voilà, donc full contact. Après, j'ai dû tout arrêter parce que je suis parti dans l'armée, je me suis engagé dans l'armée, donc en France pendant 5 ans. Euh, Au sein des troupes de montagne. Donc, j'étais chasseur d'accord. alpin au Ouais, 7e BCA à l'époque qui était à Bourg-Saint-Maurice. J'étais spécialisé dans l'anti-char. Donc, c'est des missiles Milan, on appelle ça. Donc, beaucoup de sport aussi également au sein de l'armée. Comme partout dans l'armée, beaucoup de footing. ouais, Pas mal de renfort au poids de corps. Troupes de montagne, donc forcément beaucoup de ski aussi. Beaucoup de ski de rando, de ski de descente, d'escalade. Tout ce qui est via ferrata, un peu plus pour le plaisir, le loisir. ouais. Euh, ouais, voilà, pas mal de sports de montagne et assez péchu. Donc cool, vraiment Ok, belle expérience. ouais. Même si c'est pas toujours tout rose tous les jours, belle expérience, belle expérience. Voilà, je suis parti quelques fois en OPEX aussi, donc en Afrique 2 fois en Côte d'Ivoire. Voilà, en 2005, 2007. Donc, très intéressant aussi, belle expérience. Voilà, ensuite je suis retourné à la vie civile 5 ans après. Je me suis mis, enfin pendant déjà l'armée, je me suis mis beaucoup à la musculation traditionnelle. Donc, parce que moi, il faut savoir qu'à la base, je pars de très loin. Hein. Je suis quelqu'un de très très maigre en fait. Si tu veux, quand je suis parti à l'armée à 18 ans, je faisais même pas 55 kilos quoi. Donc, je te laisse imaginer un petit peu. Je suis pas très grand, mais bon, ça fait quand même assez maigre. Là, t'es à combien? Là, actuellement, je suis environ à 70, 70, Ok, ouais, 70. ouais. Ouais, ça fait un petit bout, ça fait un petit bout de chemin déjà. Ouais, j'étais monté à beaucoup plus. Hein. J'étais monté à pas loin de 80. Ah ouais, c'est vrai? Voilà. Ouais, ouais, ouais.
Et là, je suis redescendu. Voilà, je suis bien comme ça. Là, je suis à mon poids de forme entre 68, 60, 70, 72. Ouais. Voilà. Suivant les compétitions aussi de Jiu-Jitsu où je dois gérer mon poids. Il y a quoi comme catégorie au Jiu-Jitsu dans les environs de ton poids idéal? Alors, ça dépend des fédérations, mais la fédération principale pour laquelle on combat, en tout cas nous au sein de la Carcara, c'est l'IBJJF. Et généralement, je combats soit en moins de 70, donc il faut que je sois à 70 tout pile avec le kimono. Ok. Donc il faut que je gère mon poids à peu près à 68 kilos. Comme ça, Ouais. j'aime bien, je fais partie des plus lourds de ma catégorie. Et en grappling, donc en nogi, c'est la même chose, mais sans kimono. C'est short t-shirt, c'est pareil, c'est 70 aussi, donc je suis pas trop mal. Et sinon, je combats aussi de temps en temps pour me faire plaisir. Et puis quand j'essaie de prendre un peu plus de poids, en moins de 76. Donc 76 pour les Français qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des compétiteurs qui commencent beaucoup plus haut et qui coupent beaucoup de poids, comme on le voit peut-être en MMA, pour les compétitions de BJJ ou pas autant? Alors, je suis pas trop l'actualité du MMA, mais ouais, il y en a quand même qui font des gros cuttings. Mais après, je pense que ça dépend aussi du niveau. Et honnêtement, je suis pas pour du tout. De, de, ça te, ça te pompe beaucoup trop d'énergie pour aller combattre après. Mhm. C'est compliqué quand même. Ouais. Donc, faut vraiment avoir la foi, je dirais, pour faire des gros cuttings comme ça. C'est bien, tu arrives sur le tatami, tu es affûté, c'est cool. Mais si tu peux pas profiter de ton explosivité et de ta force aussi, et de ton endurance, parce que ça fatigue énormément le corps quand même de faire un cutting. Ouais. Sachant qu'en plus tu te pèses, voilà, tu te pèses pas 2 jours avant, hein, donc t'as pas le temps de reprendre du poids après. Hein, tu te pèses genre une demi-heure avant, quoi. Ah, c'est aussi proche que ça? Ouais. En IBJJF en tout cas, oui. Après, tu as d'autres compétitions certainement où tu peux te peser peut-être une journée avant. Ouais. Je crois que ça s'est fait, je sais plus sur quel fédé. Mais voilà, donc voilà, si tu fais un gros cutting et puis que tu peux pas reprendre de poids derrière, pour moi, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Je Ouais. préfère gérer mon poids tout au long de l'année ou 2 mois avant la compète et après arriver bien et pouvoir gérer mon explosivité, ma force, mon endurance et être optimal pour le combat. Ouais. Il y a déjà beaucoup de choses à gérer avec le stress déjà. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Ensuite, donc musculation traditionnelle, j'en ai fait pendant environ 9-10 ans. Mhm. Voilà, j'ai pris pas mal de poids, comme je te l'ai dit. Voilà, je me suis fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des coachs vraiment géniaux, dont un en particulier, Rudy. Je pense pas qu'il écoute ce podcast. Je sais même pas ce qu'il dit au jour d'aujourd'hui, c'est malheureusement. Mais vraiment top, un coach magique. Et c'est lui, entre autres, qui m'a donné l'envie de transmettre, si tu veux. C'est il m'a tellement bien transmis, il m'a fait me mettre tellement bien à l'aise dans ma peau que ça m'a apporté énormément. Donc voilà. Suite à ça, donc 8, ouais, 9, 10 ans de musculation traditionnelle. Après, je me faisais quand même un peu chier. Au bout d'un moment, t'as vite fait le tour. Hein. T'as fait le tour, Une ouais. fois que tu as utilisé beaucoup de méthodes, enfin toutes les méthodes de musculation dites traditionnelles, ouais, en 10 ans, tu as fait le tour. Donc, il faut Ouais. vraiment que ce soit une passion. Et je commençais à perdre un petit peu la fibre, si tu veux. Donc, j'ai découvert l'entraînement en poids de corps. Je sais même plus par quel biais. Je crois que ça devait être par le biais de Christophe Cario. J'avais dû tomber sur une de ses vidéos sur YouTube et j'avais Ouais. vraiment accroché. J'ai décidé d'essayer et j'ai accroché direct, si tu veux. Je me dis, c'est génial quand même. C'est cette façon de voir les choses où tu peux t'entraîner en permanence avec rien ou très peu de matériel. Si tu veux, ce qui me faisait rire en plus à l'époque, c'est que quand je faisais de la muscu, t'arrivais l'été et vers chez moi, les salles, elles fermaient, tu sais. Donc pendant un mois, les gens ils étaient tous en panique. C'était, waouh, comment je vais faire? Je peux plus m'entraîner, je vais perdre 2 kilos. Ouais, vas-y, on s'en fout, quoi, en fait. Il y a toujours des moyens de s'entraîner. Et là, j'ai appris vraiment d'autres méthodes pour m'entraîner et garder, en fait, maintenir mes acquis, voire même les faire upgrader Ouais. sans aller à la salle, quoi, au final. Ok. Et j'ai vraiment kiffé ça, tu vois. Et donc, je suis tombé là-dedans, ouais, là, si je te dis, ça fait depuis
7 ans, 7 ans environ. Donc, pas mal par le biais des méthodes de Christophe Cario, dont j'apprécie beaucoup le travail. Ouais. Donc, après, il y a aussi tout ce qui est la partie élastique et kettlebell avec lui, là, plus récemment. Et j'avais découvert aussi à l'époque un livre, alors un livre qui pour moi a été vraiment magique et m'a apporté de très bonnes bases, très bonnes fondations. Ça s'appelle L'entraînement d'un détenu. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. Peut-être le titre en anglais, c'est Convict Conditioning. Ok, d'accord. Et ça permet vraiment de poser les bases, si tu veux, du poids de corps. Donc, Ouais. tu travailles en force, en fait. Et c'est ni plus ni moins des méthodes que j'utilise actuellement avec mes coachés ou mes clients, débutants, en tout cas, Ok. pour pouvoir poser les fondations et ensuite monter la pyramide. Est-ce que c'est très basé, on va dire, gymnastique de base ou est-ce que c'est un peu plus éloigné de la gymnastique? C'est un mélange. C'est un mélange. Si tu veux, tu as 6 mouvements dans le bouquin. Donc, tu as tout ce qui est push-up, Mhm. pull-up, Mhm. HSPU, Ouais. enfin handstand, parce que HSPU, voici, il y a des HSPU, bridge, Ok. leg raises, et le dernier, bah, c'est tout ce qui est squat, donc pistol D'accord. squat. Et en fait, tu as plusieurs étapes. C'est assez bien fait. Et le gars est assez no bullshit comme il raconte les choses. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais. et, euh, et donc, ouais, en fait, tu as plusieurs étapes pour les 6 mouvements en fait, qui t'amènent à une étape maîtresse, comme il appelle ça. Euh, et, et, et je les ai pas toutes atteintes parce qu'il y en a qui sont vraiment péchues. Genre les HSPU sur un bras, Ouais. ça demande énormément de DAF. On n'y est pas encore. C'est clair. Mais ça m'a aidé beaucoup à construire en fait mes bases, des bases solides. Ouais. Et ensuite, bah, j'ai pu me rediriger sur d'autres choses un peu plus, ouais, street workouts, quoi. Ok. Donc, ouais, j'ai fait ça aussi. Beaucoup de set and rep. Donc, beaucoup de séries, de répétitions. Je faisais pas trop de freestyle. C'était pas trop mon but. Moi, ce Ouais. que je voulais, c'était développer une certaine base, une certaine masse musculaire et pouvoir le retransmettre après sur d'autres activités. Euh, donc voilà, ouais. Street workout. Après, si, les seules choses de freestyle que j'ai aimé faire, c'est tout ce qui était un peu front lever, back lever, human flag, Ouais. toutes ces choses-là, parce que pour moi, ça a vraiment un intérêt de les travailler. En termes de gainage, déjà. Mhm. Front lever, je vais te donner un exemple con. Alors, ça n'engage que moi, mais un front lever, c'est un press dans ta barre, en fait, ni plus ni moins. Ouais. Et c'est un intérêt pour moi de le travailler. Alors, je ne le fais pas travailler actuellement parce que ça demande quand même beaucoup de prérequis, quand même. Mais c'est un intérêt dans le CrossFit dans le sens où, quand tu fais un keeping, tu as un pull, mais tu as aussi un press. Mhm. Et donc, si tu développes bien ton press, je pense que ton keeping, tu le développes de ouf, quoi. Ouais, Tu t'envoles après. et je pense que tu parles de front lever, back lever, tous ces éléments de gymnastique, en fait, Ouais, qui te donnent, comme tu as dit, structurellement une base. Enfin, c'est même pas une base, c'est bien plus que la base. Et quand tu vois ce que je veux dire, on parle de muscle up, par exemple, dans le monde du CrossFit, qui est un exercice qui est le quand même fameux assez muscle up. avancé, Ouais, alors que en fait, c'est sur les anneaux, tu regardes les gymnastes, un muscle up, ils le font strict, sans même broncher, juste pour se mettre sur les anneaux. Pour eux, c'est même pas, c'est une formalité, c'est même pas vraiment un exercice en tant que ouais. tel. Mais eux, ils font ça, genre, bah, t'as des gamins de 6-7 ans qui te font ça, les doigts dans le nez, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais, alors, le muscle up, tout ce qui est muscle up et handstand et tout, alors ça me fait un peu rire quelque part parce que, alors, pas le mouvement du tout, c'est les gens, en fait. La mentalité de certaines personnes qui viennent me voir ou que je vois beaucoup autour de moi, c'est ouais, je veux faire un muscle up. Ouais, ok. T'en es où dans tes pull-ups déjà? Ah, je dois en faire deux, trois. Ouais, ok. Ça va être compliqué pour le muscle up alors quand même. Ouais, Tu donc vois? Et, et parle de prérequis. Pour toi, c'est quoi les prérequis pour un muscle-up au niveau ce que tu dois avoir en termes de force stricte au préalable avant de pouvoir attaquer un muscle-up? faut déjà avoir bien 8-10 tractions, Mhm. 8-10 pull-ups stricts.
Mhm. avec une belle forme. Donc, Mhm. force de mouvement, force de position, très important. Euh, et pareil, hein, en termes de dips, quoi. Si tu sais pas faire un dips, parce que le muscle-up, tu as une pull-up et un dips, mais tu as aussi la grosse partie, c'est la transition Ouais, aussi. Donc, en termes de pull, on est plus même, on est même carrément sur du chest to bar, hein, ouais, strict. ouais. Ah, Donc, c'est il faut clair. vraiment que tu aies une belle force et une belle explosivité aussi, parce qu'avec ton keeping, c'est dur à travailler le keeping. Je dis pas que c'est facile, mais ça t'aide aussi à passer. En strict, il faut que tu aies quand même beaucoup d'explosivité pour pouvoir passer déjà au-dessus de la barre aussi, Ouais, pour pouvoir ensuite juste faire ta transition. ouais. Ah, Donc je voilà, me je dirais un rappelle. 8-10, ouais. Je me rappelle coach, tu connais coach Summer, Christophe Summer, qui fait Gymnastic Non, Bodies. non. Je les ai suivis, c'était je sais pas, il y a 6 7 ans en arrière. Et pareil, c'était toutes les fondations, mais plus côté vraiment gymnastique strict, on va dire. Ouais, Mais justement, il parlait dans le cadre de CrossFit des prérequis que lui il voulait voir avant de progresser les gens vers du keeping, avant de progresser les gens vers des muscle-up. Et c'est vrai que autant mhm. maintenant on le voit de plus en plus, hein, dans le monde du CrossFit, où il y a peut-être cette sensibilité des coachs au fait qu'il faut voilà certains prérequis au niveau force avant de pouvoir faire des mouvements de Ouais. manière dynamique. Mais peut-être c'est pas aussi répandu qu'on le voudrait ou pas encore. Alors, je pense que ça dépend dans quelle box de CrossFit tu te trouves, avec quel coach tu es également. Et déjà dans le monde du CrossFit, alors moins là ces derniers mois, je dirais. Je pense qu'avec le Covid, ça a dû faire réfléchir. Je sais pas, j'imagine que ça a dû faire réfléchir pas mal de personnes, parce que forcément, home training, moins de logistique, Ouais, donc peut-être plus de poids de corps aussi. ouais. Euh, Il y a quand même un manque de travail sur la gym, à mon Mhm. sens. Mhm. Beaucoup d'haltéros, moins de gym. Ok. Et je trouve ça dommage parce que moi, alors pareil, ça n'engage que moi. Et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ça, mais bah, je m'en fous, c'est ce que je pense. Euh, euh, pour moi, le poids de corps doit être maîtrisé avant de vouloir soulever des charges externes. Alors, faut qu'on soit d'accord. Je dis pas de passer un muscle up, hein. Je dis pas de faire des HSPU sans le mur et tout ça. Non, pas du tout. Mais savoir faire des pompes, savoir faire des squats, parce que ça, on te l'apprend ensuite à faire des squats, des air squats. Mais on t'apprend pas forcément à faire des pull-ups tout de suite et on te demande de développer des barres. Certains coachs en tout cas. Ouais. Pas tous, je mets pas tout le monde dans le même panier, attention. Euh, mais si tu sais pas faire des pull-ups, des push-ups, des air squats corrects, je vois pas l'intérêt de vouloir développer une charge externe. C'est cool, c'est bien, tu te fais plaisir, mais il y a une base quand même à avoir avant, à mon sens. Déjà, Ouais. rien qu'en termes de gainage. Tu fais un squat, si tu n'as pas de gainage, bah, tu te flingues, en fait, tout simplement. Donc voilà. Pour toi, Ouais. quels sont certains éléments dans ta vision du coaching en général qui ont évolué depuis tes débuts où tu peux te dire, ah ben là-dessus, tu vois, je pensais ça avant, mais maintenant j'ai changé d'avis. Quels sont les deux, trois éléments sur lesquels tu as beaucoup évolué depuis que tu as commencé à t'entraîner et à coacher? Euh, Déjà, simplement, moi, j'ai commencé, alors en termes de prépa physique, hein, avec la muscu traditionnelle, comme je t'ai dit. Ouais. Donc, beaucoup de machines guidées aussi, entre autres. Mhm. Et honnêtement, au jour d'aujourd'hui, voilà quoi, si je peux les mettre à la poubelle, c'est très bien. Je vois pas l'intérêt. Alors, si, peut-être en réhab, à la limite, ou ouais, en réhab. Ok, à la limite. Il y a d'autres choses à faire quand même. Ouais. Mais utiliser ces machines guidées, ou alors vraiment du spécifique si pour les bodybuilders qui veulent vraiment développer une partie vraiment de leur corps, ouais, ok, pourquoi pas. Mais sinon, en termes d'entraînement pour tout le monde, je vois pas l'intérêt, en fait, si tu veux, d'être bien installé correctement sur ton fauteuil, sans avoir à maîtriser ton gainage, sans avoir à te positionner dans l'espace, euh, et de faire un mouvement bah, qui est juste ouais, guidé, comme son nom l'indique, en fait, Ouais. simplement. Ça t'apporte pas grand-chose en termes de développement physique et athlétique, surtout, en termes de qualité athlétique.
Je vois pas trop l'intérêt. Pour jouer peut-être un petit peu l'avocat du diable là-dessus, qu'est-ce que tu dirais dans un cadre où peut-être les gens n'ont pas nécessairement l'encadrement qu'ils voudraient ou qu'ils pourraient s'ils avaient un coach à leur côté? Dans quel cas, peut-être c'est mieux pour quelqu'un qui a aucune connaissance en termes Ouais. de mouvement, de fitness, etc., de commencer avec des machines parce que justement, c'est beaucoup plus simple, c'est cadré, il y a très, très peu de chances de se faire mal et de faire faux. Et que Mhm. si dans ce cadre-là, c'est bien fait pour une personne qui a peut-être pas les compétences même physiques de bien bouger toute seule et qui n'a Mhm. pas de coach à leur côté, de commencer peut-être à développer une certaine masse musculaire, d'apprendre à développer de l'attention, à Mhm. faire des efforts importants avec le moins de risques possible. Qu'est-ce que tu en penses dans ce cas-là? Je suis entièrement d'accord avec toi dans ce cas-là. Mais néanmoins, je pense que quelqu'un qui a réellement l'envie de se développer va voir un coach. Mhm. Je suis tout seul. Moi, je l'ai fait beaucoup sur le poids de corps, notamment. Euh, Ça m'a valu quand même quelques blessures. Mhm. Et que même parfois encore aujourd'hui, quand je force un peu trop, je le sens, tu vois. Donc, et c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de pas aller voir un coach. Après, à l'époque, des coachs en calisthénie, en street workout, voilà, ça se fait pas trop, tu vois. Maintenant, plus si tu vas sur des cours de gym, par exemple, dans un CrossFit, hein. Ouais. Mais je pense que vraiment la personne qui veut vraiment obtenir du résultat et se développer devrait, en tout cas, devrait aller voir un coach. Mais auquel cas, si elle peut pas, par faute de moyens ou peu importe, ouais, à ce compte-là, ok, les machines guidées, c'est très bien. Mhm. Mais je suis pas pour. Vraiment pas. Et après aussi, il y a un autre, il y a un autre facteur qui rentre en compte. C'est que dans beaucoup de salles de fit, en tout cas beaucoup de salles de fit dont j'ai fait le tour, et il y en a une chier quand même, euh, les coachs, de plus en plus, font de la figuration. Ils sont là, ils sont à l'accueil, mais c'est tout, quoi. Ils te servent ta prot à la fin et puis ils te disent bonjour au début. Voilà, basta. De moins en moins, je vois de coachs qui font le tour de la salle, s'assurer qu'un tel ou un tel fait un mouvement correct, le corrige surtout, et évite les blessures sur le long terme, voire le moyen terme, ou même le court terme parfois. Parce qu'il y a Là, des fois où on voit des atrocités hein, quand même. ça c'est clair, on parle plus là des grandes salles, plus type commercial, etc. Bien sûr, Où ouais, ouais. c'est clair que, et ça je suis d'accord avec toi et je l'ai vécu moi-même par ici, c'est que comme tu as dit, ils sont là pour faire l'accueil, euh, plier deux, trois linges et puis vendre du coaching s'ils peuvent, mais ils sont pas nécessairement là pour garder un œil sur ce que tout le monde fait. Ce qui est Ouais. peut-être dommage, peut-être que c'est peut-être pas assez renforcé dans le comment dire ça, dans ce qui est demandé pour le job, dans ce que l'entreprise elle-même encourage. Euh, c'est vrai que ça, je suis avec toi là-dessus. Je pense qu'on pourrait amener plus aux gens, même si dans ce cadre-là, il y avait un petit peu d'assistance, un petit peu de conseils, deux, trois Mhm. recommandations, tu vois, juste simple, Il faudra mais un coaching plus présent, simplement. c'est ça, Juste c'est ça. simple. Après, peut-être que l'entreprise, quoi, en gros, leur patron ne leur laisse pas trop l'occasion, parce que peut-être qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Ouais, Bon, pas toujours, parce que des fois, il y en a voilà, c'est ils se clair. tournent un peu les pouces derrière l'accueil. Hein. Ou alors, ils vont plus reluquer les nanas. Là, par contre, généralement, quand c'est les mecs, ils vont bien derrière les nanas pour les corriger, Ouais, entre guillemets. Donc voilà, ouais, ça, c'est un gros problème pour moi. ouais. Donc voilà aussi pourquoi j'apprécie aussi particulièrement l'exercice au poids de corps. Quoi. Ça te Ouais. permet de faire ce que tu veux, n'importe où, quand tu veux. En plus, tu es en déplacement, je veux dire, tu vas à l'hôtel, il n'y a pas de ouais, faut que je trouve une salle. Quoi. Non, tu es dans ta chambre, tu peux faire des pompes, tu peux faire des tractions si tu as un TRX avec un accroché à la porte. Ouais. Tu peux faire plein de choses en fait, en réalité. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Un truc bête, hein, et ça m'a fait rire, ça me fait toujours rire. À l'époque, donc ça date un petit peu, c'était au tout début que j'avais découvert l'entraînement au poids de corps. Donc, l'été, la salle ferme et putain, tous les mecs en panique, comme d'habitude. Et puis, je vais avec un pote qui dit viens avec moi. Et on a un parcours santé, là où on habitait. Je fais on va aller là-bas. Et je lui fais faire du triceps extension, mais au poids de corps. Il me fait mais putain, mais en fait, c'est exactement la même chose qu'avec la barre. Je fais bah oui, sauf que t'es pas couché sur un banc. Donc là, en plus, c'est même mieux, tu optimises ton gainage et tu as exactement les mêmes sensations.
ah ouais, mais en fait, c'est trop bien. Mais bien sûr que c'est trop bien. Il faut juste être un peu curieux et aller essayer les choses, quoi. C'est comme dans tout, en fait, hein. Ouais, Il faut aller piocher partout et picorer un peu partout pour voir ce qui te convient et puis te l'approprier. Et ouais. après, tu fais ta sauce. Dans ce cadre-là, ce qui m'intéresse beaucoup chez toi, c'est avec toutes tes expériences assez variées, notamment tu as beaucoup parlé du poids de corps, par du Mhm. jiu-jitsu brésilien, tu as parlé de l'escrime aussi, qui avait un certain transfert sur ton travail de self. Est-ce que tu Ouais. peux parler de, on va dire, l'interaction entre toutes ces différentes disciplines et là où tu vois des connexions qui se créent entre elles? Alors, déjà, en matière de self, je pratique une méthode de self-défense donc, qui s'appelle la méthode Hugo Tronche. Donc, son créateur, c'est Hugo Tronche. Mhm. Il a créé cette méthode de manière à ce que ce soit efficace assez rapidement dans la rue, avec des gestes très simples. Après, plus tu montes en grade, forcément, plus tu évolues, hein. Et ce que j'aime bien dans sa méthode, c'est qu'alors lui, tout ce qui est debout, c'est très axé pencak silat. Donc, je ne sais pas si tu connais. C'est Non, un art martial indonésien. d'accord. Donc, c'est assez vicelard comme art martial. J'aime bien. Ça fait mal, ça percute et c'est très vicieux. Donc, c'est beaucoup de ça debout. Pas mal pour la dynamique des hanches et tout ça et des coudes box taille. Ok, Et sol JJB. Donc, déjà, là, tu as plusieurs choses qui se regroupent. Tu vois. ok, ouais, Et j'aime bien tous ces transferts-là. Et du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir le sol. Et c'est ça qui m'a donné l'envie après d'aller m'inscrire pour faire le sol. Donc à la base, je voulais, une fois de plus, je voulais pas du tout faire de la compétition. C'était vraiment pour travailler pour myself. Et j'y ai pris goût, vraiment. ouais. Et donc les transferts, ils sont là. C'est que j'ai été pioché, picoré un peu partout. Et je me dis, ah ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Ça c'est bien, mais voilà, peut-être pas pour tout. Euh, et, et tu fais un mix. Et par exemple, voilà, là où je voulais en venir, c'est que pour tout ce qui est déplacement en self, donc à la MHT, l'escrime, ça m'apporte beaucoup. Mhm. Parce que tu dois être rapide sur tes pieds. Alors par contre, l'inconvénient de l'escrime, c'est que c'est devant, derrière. Il n'y a pas de Unidirectionnel, ouais. gauche-droite. Voilà. Il n'y a pas de gauche-droite. Ouais, Donc là, par contre, le travail de boxe est intéressant, ouais, ouais. hein. Pour les frappes, la boxe, forcément. J'avais essayé aussi quelques mois, mais j'ai pas trop accroché. C'était le Systema. Je sais pas si tu en as entendu parler Non. également. C'est un art martial russe. Donc, c'est ouais, c'est assez controversé quand même comme art martial, hein, parce qu'il y a beaucoup de bullshit hein, là-dedans. Mais c'est assez intéressant pour tout ce qui est relâchement et respiration. Du coup, tu actives pas mal ton système parasympathique. Ok. Ça, c'est intéressant pour les crossfitters qui sont souvent sur le système nerveux sympathique. Euh, Ah oui, mais il y a un agoniste, un antagoniste aussi même là-dedans, hein, donc c'est Exactement. intéressant de pouvoir rebasculer aussi sur l'autre. Ouais. C'est tout ce que si tu restes trop longtemps sur le sympathique, au bout d'un moment, ça ne le fait plus, quoi. Ouais, c'est ça. Nerveusement parlant. Et pour faire un petit parallèle, un petit à côté, à mon avis, c'est la même chose dans le monde quand on parle de posture. C'est la même chose que la dynamique sympathique, parasympathique. C'est un spectre. Et le problème, c'est pas d'être dans ou dans l'autre. Le problème, c'est d'être coincé dans l'un ou dans l'autre et de pas pouvoir accéder à l'autre côté. Parce que c'est clair que quand tu es en plein combat, quand tu es dans le feu de l'action, tu veux être sympathique, tu veux être Oui, tout présent, tu veux être là, tu veux être toutes les lumières allumées. Et par contre, après, quand c'est terminé, voilà, pour commencer à récupérer plus vite, etc., il faut pouvoir switcher, il faut pouvoir passer à l'autre. Et c'est pareil dans la posture où c'est pas une posture qui est bonne et une qui est mauvaise. C'est juste que si tu as accès à qu'une seule et que tu peux pas accéder à l'amplitude de mouvement complète à laquelle tu devrais avoir mhm. accès, c'est là que les problèmes commencent à venir. Mais je te laisse continuer, pardon, sur ce que tu Ouais, parlais. ouais, non, mais complètement, je suis Ouais. complètement d'accord avec toi. Ouais, je sais plus où j'en étais du coup. On parlait Mais de non, non, c'est sympathique, vraiment, ouais. parasympathique et de self. Ouais, donc du Self. systéma, voilà, le systéma, ouais, c'était intéressant juste pour ça. Et pour le mouvement, c'est des mouvements très fluides et tout ça. Ouais, Mais si tu veux, tout ça, je l'ai retrouvé dans le JJB, ouais, avec le côté plus combat en plus. ouais. Donc voilà. Ouais, j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que tout le travail d'escrime et de boxe, notamment debout, est-ce que tu sens que ça te donne un avantage quand tu es debout, notamment en JJB par exemple? Parce que c'est vrai que c'est pas C'est la pas du tout ma partie forte, non. c'est C'est pas pas ta du tout ma partie forte. partie forte.
Non, Ok, non, non. J'ai un gros travail à faire là-dessus en termes de judo pour quand on a un ok, kimono et de lutte pour quand on est en grappling. ouais. Euh, Ce serait intéressant vraiment pour moi si j'avais le temps aussi de le travailler. Après, on peut pas tout faire malheureusement, mais ouais, ça me plairait beaucoup de le développer. On le fait, hein, on fait pas on commence pas au sol, pas à genoux, hein, pas tout le temps. Euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer en plus pour être plus confiant sur mes compétitions debout. Parce que clairement, je sais que c'est là où je vais pêcher un peu le plus. Ouais, Ouais, donc comme tu as dit, judo et lutte, ça aura beaucoup plus de transfert aux phases ouais, debout de JJB plutôt que ce ouais, que tu as fait en escrime et en boxe, du fait que bah, tu es, quand même complètement. accroché à l'autre et que le but, c'est de faire marcher les leviers pour prendre l'avantage et idéalement passer Exactement. sur une bonne position au sol. Ouais, ouais. Alors pour ce qui est, on parle là de compétition JJB, hein. Mhm. Par contre, pour la self, Ouais, euh, l'escrime, c'est vraiment pas mal. Ça te permet quand même de te déplacer très rapidement. ouais, Je sais pas si j'ai 2 mètres de distance à faire, je peux arriver vite, ne serait-ce qu'en fente. Tu vois, quand tu fais des fentes en escrime, je sais pas si tu vois, ouais, c'est ouais, quel ouais, mouvement. ouais, Voilà, tu peux faire une fente et aller toucher ta cible. Donc c'est plus ou moins le même procédé si tu veux aller après frapper aussi. Donc ça, couplé à la boxe, là oui, vraiment, les transferts sont vraiment intéressants. ouais. Ouais. Le fait de pouvoir te déplacer rapidement, légèrement sur tes appuis aussi, Mhm. et pouvoir quand même percuter derrière. Faut que ça tombe hein, aussi derrière. Voilà. Surtout dans la rue, quoi. Tu te fais Ouais, agresser, si tu mets juste une patate et puis que le mec te regarde et te dit ouais, en fait, c'était quoi, ça devient compliqué pour toi. Là. ouais. Et Donc voilà, en ensuite, termes de transfert. en termes d'apprentissage de compétences et de connaissances, quel est ton Mm. processus à toi? Comment est-ce que tu envisages de nouvelles informations? Comment est-ce que tu les, on va dire, entre guillemets, les accueilles dans ton modèle, dans ta version des choses? Et qu'est-ce qui te pousse à aller chercher des informations à gauche, à droite, ou au contraire pas et de peut-être laisser certains aspects? Alors, moi là, donc comme je l'ai dit en intro, j'ai passé le CrossFit Level 1 cet hiver. Donc déjà j'ai ça, ce qui me permet quand même d'enseigner aussi dans les box de CrossFit. Mhm, Et maintenant là, depuis quelques mois, là, de la sortie du confinement, je suis en train de suivre la certification de Guillaume Diou, mhm, dont tu as déjà entendu parler, mhm. et qui est vraiment très très intéressante comparé à un Level 1. Le rapport qualité-prix est autre, Ouais, et enfin, le contenu est juste magique. Enfin, voilà. Je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire en termes de formation jusqu'à présent de toute ma vie, hein, ok, honnêtement. Euh, Sportif et autres confondus. Hein. Euh, j'ai dû payer ça à l'époque, là, enfin, il y a quelques mois, je crois 400 balles. Et le contenu, tu vois, il nous a annoncé cette semaine que le contenu, en fait, tant qu'il serait coach sportif, il va balancer du contenu. Donc, en fait, ouais, c'est à vie, quoi. ouais, Donc, pour 400 balles, ça vaut le coup quand même. ouais, c'est clair. Et surtout qu'il est quand même calé, le mec. Hein, ce qu'il fait est vraiment intéressant et ça m'aide beaucoup sur mon coaching. Ok, Donc voilà. Après, j'envisage quand même d'autres formations par la suite. Euh, J'aime bien tout ce qui est rehab, quand même. Pour moi, c'est essentiel. Hein. Euh, de pouvoir redonner de la vie à quelqu'un qui a des douleurs quelque part, qui est blessé, c'est juste magique de pouvoir la satisfaction que tu as, du retour que tu as, c'est magique. Donc quand on te dit ouais putain, ça allait pas pendant, j'avais mal à l'épaule, j'avais mal au coude, mal au genou pendant X années, et puis qu'on vient de voir puis qu'on dit bah j'ai plus mal, ouais, c'est le plus beau des cadeaux. ouais, Donc voilà, tout ce qui est réhab, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait aussi Kevin, donc qui est suisse, ouais, tout ce qui est clean stretch, FRC, ok. ça m'intéresse aussi énormément. Faut que je bosse un peu mon anglais pour ça. Mais ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Après, en termes de physique, plus préparation physique, on va dire, Strong First est intéressant pour le kettlebell. Ok, Et ouais, pour le moment, on a fait à peu près le tour. Et après, ce qui me donne l'envie aussi d'en faire, c'est des fois, tu vois, je regarde des podcasts, les tiens, ceux de Guillaume, ceux d'Aurélien Broussard aussi, que j'aime beaucoup. ouais, Et je me dis, putain, ouais, il parle de choses que je connais pas forcément.
parce que j'ai tout à apprendre hein, dans ce domaine. Et, euh, et je vais m'intéresser un peu et je me dis, ah ouais, ça a l'air pas mal quand même. Et donc, tu te renseignes, tu dis, ah ouais, ok, bon, ça peut être intéressant de pouvoir passer une formation là-dedans, auquel cas, s'il n'y a pas, tant pis. Mais en tout cas, de s'y intéresser. Donc voilà. Ouais, niveau formation pour le moment. En tout cas, les prioritaires, ce sera la réhab. Ouais. Et puis, je pense du team stretch Qu'est-ce pour le qui, moment. qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la prépa, que ce soit des choses que toi tu travailles personnellement ou pas nécessairement, mais des choses que tu aimes vraiment voir ou qui t'intéressent vraiment, même si, comme j'ai dit, même si tu les pratiques pas directement? Tu parles en termes de physique ou de mental. Peu importe. Euh, Ce que j'apprécie voir vraiment énormément, et c'est la chose pour laquelle je prône vraiment, malheureusement ça se fait pas beaucoup, c'est le bel esprit de certains coachs. Donc notamment, je vois David, toi, Kevin que je connais pas personnellement, mais je vois que tu partages beaucoup de choses aussi avec lui qui sont très intéressantes. C'est cette vision du coaching où entre coachs, on se tire pas dans les pattes. Et au contraire, on trouve un sens commun pour évoluer ensemble, sans mettre en péril nos projets perso, mais au contraire, on se soutient. Et je trouve que c'est dommage de voir beaucoup de coachs qui sont en mode compétition entre eux. Et compétition, si encore c'était de la compétition saine, ok. Mais beaucoup, ouais, t'as vu un tel, ce qu'il fait, c'est de la merde. Ouais, mais en fait, si c'est de la merde, pourquoi tu vas regarder ce qu'il fait? Ça n'a aucun sens. De, garde ton temps emploie ton temps pour quelque chose de plus positif, quoi. Donc ça, se tirer dans les pattes comme ça, moi, j'ai vraiment du mal à le concevoir. C'est vraiment pas du tout ma vision du coaching. Et quand je vois des coachs, ouais, comme je te dis, comme toi, David, Kevin, tout ça, qui vous partagez quand même énormément et vous trouvez quand même un sens commun à ce que vous faites, ça, c'est vraiment cool. Et j'aimerais le voir beaucoup plus, tu vois. Et je pensais que c'était vraiment propre à la Suisse, ça. Après, suite à la discussion qu'on a eue la dernière fois, visiblement non. Mais je trouve ça dommage, vraiment, parce que tu peux être, tu vois, tu as des compétences dans certains domaines. Par exemple, pour mon cas, je sais que tout ce qui est poids de corps, je vais gérer, mais il y a des choses, je vais moins gérer. Par exemple, l'haltéro, je le découvre. Donc, c'est intéressant pour moi d'aller faire les cours à David sur l'haltéro, tu vois. Et j'apprends. Et suite à ça, plus tard, je pourrais transmettre aussi. Mais t'en as, ils ont tellement un ego surdimensionné. Non, pour eux, c'est plus fort qu'eux. Ils peuvent pas aller demander conseil ou aller voir un autre coach. À un moment donné, ton ego, je sais pas, mets-le toi dans le cul et puis avance, quoi, en fait. C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable. Et ça se fait beaucoup aussi dans le monde de la self-défense. Je vois, je sais pas, ça me fait vraiment rire. J'arrive pas à concevoir ça. Tu vois des soi-disant experts en self-défense, Krav Maga, Penchak, euh, et autres conneries, parce qu'il y a beaucoup de conneries dans la self-défense. Vraiment, énormément. Euh, ouais, moi, le Krav Maga, c'est mieux que ça. Ouais, moi, le Penchak, c'est mieux que ça. Non, c'est pas mieux. Faut déjà, comme je disais tout à l'heure, explorer, essayer, prendre, enfin, ouais, prendre ce qui te correspond le mieux, et ensuite développer avec d'autres choses. Et il n'y a pas une chose qui est meilleure qu'une autre. Tout dépend de toi, de ta façon d'être, de ta philosophie aussi de la chose. Si tu vois la chose pour te défendre ou plus pour avoir confiance en toi ou peu importe. Mais ouais, ça dans le monde de la self-défense, les gens qui se tirent dans les pattes, c'est incroyable. Incroyable. Je pense que c'est même pire que dans le coaching physique, à mon avis. De ce que j'ai vu pour le moment, en tout cas. Alors peut-être parce que j'ai plus de recul là-dedans aussi. Mais Et puis, le pire, c'est quand ils sont entre eux, quand ils se voient, c'est des grandes poignées de main, des accolades. J'ai envie de dire, mais en fait, non, mais il y a un mois, tu étais en train de me cracher sur la gueule, tu me l'as dit clairement à moi. Déjà pas à la personne, moi en soi, je m'en fous, dis-le à la personne concernée, c'est déjà mieux. Et maintenant, tu vas le sucer. Je sais pas si on peut le dire là. Tu peux dire ce que tu Mais veux. bon, bah voilà, donc je le dis, et maintenant tu vas le sucer, tu vois. C'est minable.
c'est minable. Tu n'avances pas comme ça, en fait. Au contraire, tu régresses, en fait, dans ton coaching, dans ta pratique. Ouais, c'est minable. Ça n'a aucun sens à mes yeux. Et donc, Vraiment pas. peut-être pour les jeunes coachs qui arrivent, qui sont nouveaux, qui arrivent dans cet environnement où, comme tu as dit, ben, il y a certains coachs qui sont dans le partage, qui sont dans l'échange. Et même si au final, on n'est pas toujours exactement d'accord, surtout, on peut quand même vivre ensemble et s'entendre, etc. Qu'est-ce que… Et c'est ça qui est beau, justement. C'est même encore mieux de ne pas être d'accord. C'est là où tu crées un échange et tu évolues. Parce que tu n'es peut-être pas d'accord de prime abord avec la personne. Et puis de la façon dont c'est expliqué, parfois, tu dis, ah ouais, finalement, c'est pas con vu sur cet angle-là. Et c'est comme ça que tu grandis aussi. Et donc pour les Et, coachs qui ont un petit peu entre guillemets ces deux options de soit est-ce que je dois partager et être ouvert ou est-ce que en gros je me mets dans un camp et puis après je chie sur le reste. Qu'est-ce que tu leur bah, conseillerais comme façon de penser, comme façon d'entreprendre les échanges pour justement se diriger plus vers quelque chose de positif plutôt que, comme tu as dit, de renforcer un cycle négatif en fait qui au final est pas vraiment nous aide pas vraiment à avancer. alors, ce que je conseillerais aux jeunes coachs dont je fais partie, je suis un jeune coach, ça fait longtemps que je m'entraîne, mais je suis un jeune coach, c'est de rester ouvert en fait. Ouverture d'esprit, c'est indispensable. Indispensable, mais pas que dans le coaching, hein, dans la vie de tous les jours. Si tu n'as aucune ouverture d'esprit, tu stagnes, voire tu régresses. Et c'est naze en fait, parce que tu vas pas, tu exploites pas le plein potentiel que tu peux avoir en fait. Et du coup, tu ne peux pas le transmettre non plus. Donc, c'est vraiment naze de s'enfermer dans un camp et de dire, ouais, moi, je suis avec telle personne, je resterai. Oui, alors, il faut être fidèle à ses amis ou à ses coachs, tout ça. Je suis d'accord. Mais t'es marié à personne, en fait. Donc, tu as le droit d'aller voir ce qui se fait aussi ailleurs. Et après, bah, tu peux en discuter aussi avec la personne qui t'a formé ou ton coach ou peu importe et dire, bah, tu vois, ça, je suis allé voir ça quelque part, c'est assez intéressant. Peut-être que ça peut t'intéresser aussi. Tu devrais peut-être y jeter un coup d'œil. S'il veut, tant mieux. S'il veut pas, tant pis. Après, c'est lui et son ouverture d'esprit aussi. Mais c'est vraiment le conseil principal, c'est l'ouverture d'esprit. C'est voilà, je fais pas que de la musculation. Je fais pas que du poids de corps. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le CrossFit et aussi pour ça que je me suis dirigé là-dedans. C'est qu'en tant que jeune coach, dans le CrossFit, ça me permet d'apprendre dans beaucoup de domaines quand même. Donc, et ça me permet aussi donc d'après, par la suite, de pouvoir euh, transmettre dans tous ces domaines-là. Et c'est intéressant parce que tu fais de l'haltéro, tu fais de la gym. Donc, même si je suis assez à l'aise avec la gym, pas la gymnastique pure, hein, mais l'entraînement au poids de corps, bah, ça m'intéresse de voir des gens issus de la gym. Typiquement, en ce moment, de par l'assertif de Guillaume, il y a Thibaut Soubera qui intervient pour la partie gym, qui lui est gymnaste de haut niveau. Hein. Donc c'est intéressant aussi pour moi de voir la manière dont lui aborde les choses, parce que je ne les aborde pas du tout de la même manière. Donc ça me force aussi à repenser à mon coaching. Et c'est pas mal, c'est vraiment intéressant. Donc une fois de plus, l'ouverture d'esprit. Voilà, dans le CrossFit, tu touches aussi à tout ce qui est Metcon. Je veux dire, ouais, j'allais beaucoup courir, avec l'armée notamment, hein, mais on m'a jamais appris à courir. Tu vois, là, je l'apprends. Donc c'est intéressant aussi. Faire du vélo, faire de la natation. Non, moi, tu me mets dans l'eau, c'est fini, quoi. Je fais 50 mètres, je coule. C'est intéressant de travailler aussi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est différent, c'est ça. J'ai jamais été à l'aise dans l'eau. Ouais. Et je le suis toujours pas, mais c'est intéressant de le travailler aussi. Alors, je le travaille pas tous les jours, malheureusement. Mais ouais, c'est intéressant de toucher à tout, quoi. Ça Ouais. permet vraiment d'avoir un spectre assez large du coaching. Ouais, c'est intéressant, surtout comme tu as dit, du point de vue du CrossFit, qui rassemble énormément de différentes disciplines, compétences. Tu as parlé de poids de corps, tu as parlé d'haltéro, renforcement, musculation, conditionnement, endurance, etc., avec différentes modalités. Mais comme tu as dit, garder l'ouverture d'esprit parce que c'est clair que, entre guillemets, par exemple, si tu te cantonnes à la musculation et que d'un coup tu découvres le CrossFit et tu te lances dedans, ça te donne une panoplie de choses à explorer. Par contre, peut-être réaliser que CrossFit en lui-même, c'est une barrière quand même parce qu'il y a d'autres choses au-delà et Oui, autour. Et peut-être, comme tu as dit, c'est là où
il y a encore du travail à faire en termes de voilà, pas se cantonner juste au CrossFit non plus. Alors oui, il y a énormément de choses à explorer et il faut s'y attarder parce que sinon tu vas passer au travers de certaines choses. Mais après, voilà, c'est pas non plus tout ce qui existe. Il y a énormément de choses qui se font en dehors de ça. Et puis peut-être encore une fois, comme tu as dit, tu peux aller chercher des choses à gauche, à droite, à l'extérieur du CrossFit et les ramener dans la discipline qui peuvent ensuite avoir un transfert et un certain intérêt. Bah, complètement. Typiquement, là, ce qui me vient en tête, c'est la discussion dont on a eue ces jours-ci. C'est la chose à laquelle tu t'intéresses là maintenant, c'est tout ce qui est respiration, Ouais. diaphragmatique et tout ça. Et ça, si tu réapprends à respirer correctement dans ton CrossFit, sur tes Metcon notamment, dans ta partie vraiment où tu vas pulser, automatiquement, le transfert, il va se faire aussi. Donc, tu vas découper aussi ton potentiel. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, j'attends ton retour avec impatience. Ça va être vraiment intéressant aussi. J'ai pu me mettre en contact avec Brian Kosak, qui est un Ouais. des pionniers dans tout ce qui est travail de respiration, mais vraiment axé performance. C'est pas nécessairement une méthode où tu fais juste un truc, c'est comment utiliser certains outils et certaines pratiques suivant le contexte dans lequel tu es et suivant tes besoins en tant qu'athlète aussi. C'est vraiment tout lié au contexte et comment tu développes ça, que ce soit la force du diaphragme, l'endurance du diaphragme, comment garder une amplitude de respiration qui est appropriée suivant les événements que tu fais, quelles sont les limitations potentielles que tu peux avoir dans ton système respiratoire. Donc, je pense que pour moi, comme tu as dit, c'est un monde dont on ne parle pas beaucoup et je pense qu'il est assez méconnu encore dans le monde de la performance, mais que certains arrivent à utiliser à bon escient et à inclure, comme tu as dit, dans tout le reste. Donc, à venir prochainement sur le podcast. Ah ouais, mais c'est cool. Mais t'imagines en plus le- en termes d'optimisation de performance que tu peux avoir juste avec ça, quoi. Ouais. C'est incroyable. Ouais. À mon avis, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin quand même dans ta perf. Hein. Ouais, et je pense que c'est un de ces trucs, c'est un élément de plus. Tu vois, mais c'est aussi en même temps un peu une boîte de Pandore, dans le sens où dès que tu te lances dedans, il va y avoir, et je le sens arriver, il y a énormément de paramètres à gérer. En gros, il faut réapprendre presque une discipline complète. C'est comme quand peut-être quelqu'un passe de la muscu au CrossFit et se dit putain, maintenant, il faut que j'apprenne tous ces trucs. Tu vois, et donc je pense que ça va être quelque chose comme ça, mais ça va être très, très intéressant comme le C'est travail. riche et ça va te faire grandir au final. Exactement. Et comme tu as dit, au final, il faut toujours se remettre sur la ligne de départ et continuer à apprendre parce que sinon, en tant que coach, on reste statique et ça, c'est pas bon. Ah, bah, de toute façon, à partir du moment où tu ne t'instruis plus, où tu évolues plus, c'est le début de la mort. Hein. C'est le début de la mort. Déjà, pour toi et pour ton coaching. Mmh. Tes clients, à un moment donné, si ça fait 15 ans que tu leur enseignes la même chose, s'ils sont fidèles déjà pendant 15 ans, c'est déjà bien. Mais si au bout de 15 ans, ils sont là, ouais, bah en fait, je vois la même chose que le premier jour. Voilà. Donc, faut quand même te remettre en question tout le temps, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans le coaching, c'est que en tant que pratiquant, tu te remets pas forcément en question. Mmh. Parce que tu es là, tu apprends, tu pratiques, tu te fais plaisir. En tant que coach, tu es obligé de te remettre en question pour adapter aussi aux autres. Tu vois. Et les connaissances sont donc indispensables. Transmettre est indispensable pour avoir de nouvelles connaissances. Je vais te donner un exemple, une image en fait. J'aime bien prendre cette image-là. Je te l'avais dit la dernière fois. C'est l'image de l'éponge. Tu prends une éponge, tu l'imbibes d'eau. Donc l'éponge, on part du principe que c'est toi. L'eau, c'est les connaissances. Donc c'est très bien, tu l'imbibes d'eau, tu t'imbibes de connaissances. C'est génial. Mais il arrive un moment où l'éponge, elle est lourde et puis elle imprime plus rien. Toi, c'est la même chose d'un point de vue connaissance. Tu vois, t'es lourd, t'as plein de connaissances dans ta tête, mais t'en fais rien en fait. Quand tu essores l'éponge, tu redistribues ces connaissances. Et toi, donc en tant que coach, quand tu redistribues ces connaissances, ça te permet d'en accumuler d'autres, mais le fait de les distribuer également, ça te permet de te remettre en question aussi. Et ça, c'est intéressant, à mes yeux.
C'est une chouette analogie, l'analogie de l'éponge. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué, que ce soit au niveau de développement personnel ou côté coaching, que tu recommanderais aux gens qui écoutent, qu'ils soient athlètes ou coachs? Euh, il y a des livres, je suis en train de regarder ma bibliothèque. Il y a un livre que je trouve vraiment intéressant. Alors, c'est pas du tout en termes de coaching, c'est en termes de leadership, si tu veux. Donc, ça fait partie du coaching. Il faut que tu sois quand même présent en tant que coach. Mhm. Ça s'appelle, attends, je regarde, c'est Leader, soldat d'élite. C'est un livre de Ant Middleton. Donc, c'était un ancien des forces spéciales britanniques. Et il explique comment il a créé son leadership en fait via son parcours en fait. Donc, celui-là est vraiment intéressant. Après, en termes de livres, il y en a plein. Il y a celui de Ben Bergeron que David m'a fait découvrir, Okay. Chasing Excellence, Ouais. qui est vraiment pas mal. Ça t'apporte une vision du coaching aussi, comment lui il prépare ses athlètes. Après, c'est des athlètes de haut niveau, tu vois, donc faut adapter. Hein. J'en suis pas là, j'en suis loin. Et peut-être un jour, qui sait, hein. Mais en tout cas, pas pour le moment. Ouais, voilà. Après, en termes de livres, il y en a... Ah, si, il y a un livre que je recommande pour les combattre. Il y en a deux. Enfin, après, je vais peut-être partir loin. Pour les combattants, Ouais. c'est le livre de Georges Saint-Pierre. D'accord. Enfin, pour les combattants et non combattants d'ailleurs, hein, parce qu'en Mhm. fait, ça parle pas que de combat, ça parle de sa philosophie tu connais Georges Saint-Pierre? Ouais, JSP. Le mec, c'est vraiment un samouraï, quoi. Et il a une self-discipline qui est c'est incroyable. De lire le livre, en fait, tu te dis, putain, ce mec, il part de rien et il est arrivé à ça. Et il explique en plus que même lui, il aimait pas aller combattre dans la cage, tu vois. Il le faisait pour manger, mais il aimait s'entraîner. Il aimait ça plus que tout, mais se préparer pour un combat. Mais le combat en lui-même, ça lui mettait un tel stress qu'il aimait pas et forcément y aller. Ouais. Donc vraiment top comme livre. Et un autre qui est vraiment pas mal, qui est quand même beaucoup plus ancien, ça s'appelle Le Traité des Synchros. Je sais pas si tu en as entendu parler, Non. c'est Miyamoto Musashi. D'accord. C'est un samouraï à l'époque du Japon féodal, hein, qui a écrit ça. Et notamment, il explique, entre autres choses, que l'apprentissage se fait par la répétition. Mhm. Donc, tu es obligé de répéter tes mouvements sans cesse pour imprimer le schéma neuromoteur. Et puis, il faut le faire correctement, parce que sinon, tu imprimes un mauvais schéma neuromoteur. Et là, pour le corriger, ça va être plus compliqué. Ouais. Mais voilà, l'apprentissage par la répétition. Après, en termes de combat, c'est intéressant. Par exemple, quand il explique que quand ils faisaient des duels au katana à l'époque, parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça, hein, la guerre. Ils se mettaient, par exemple, d'un point de vue stratégique, il se mettait dos au soleil, de manière à ce que son opposant ait le soleil dans les yeux. Ouais. C'est tous des petits trucs comme ça, c'est vraiment intéressant quand même. Ouais. Donc ouais, le traité des synchros, vraiment bien. Loïc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Pour Merci ceux qui à ne te toi. suivent pas encore sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, vous pouvez me trouver donc sur Instagram, donc à la page Sparkletics, SPARTHLETICS, et la page Facebook du même nom. Voilà. Super. Bah écoute, on mettra ces deux liens dans la description du podcast. En tout cas, merci Ouais. encore d'être venu et puis à bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Allez, ciao. Merci, Sean. Ciao, ciao.